Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle revue de la littérature qui porte sur des papiers et des articles publiés entre mars et avril 2015. Comme d'habitude, voici la liste des journaux inclus pour cette revue de la littérature. Je vais commencer par une première diapositive sur les méthodes de séquençage des gènes de bactéries pour citer un article qui a été publié en 2012 dans Nature qui reprend l'ensemble des méthodes possibles pour séquencer donc, ces gènes, ces ADN de bactéries. Donc vous avez un schéma qui reprend de manière assez didactique l'ensemble des méthodes possibles dans le cadre du séquençage. Je vous incite à lire cet article pour comprendre l'avenir de la microbiologie et les coûts inhérents à ces techniques. Un premier article du Journal of Clinical Microbiology qui essaie de voir l'application du séquençage sur des souches de bactéries qui étaient à l'origine d'épidémies. Cet article a donc comparé le séquençage avec des techniques habituelles de champs pulsés, en utilisant des souches d'ERV, de SARM ou d'Acinetobacter, de l'ordre de 15 à 20 souches, et donc en comparant ces techniques sur la clonalité ou non des souches épidémiques. Et ce qu'il est tiré de cet article, c'est qu'il y a un avantage certain pour le séquençage en termes de reproductibilité, de résolution, avec la possibilité de déterminer des souches comme étant non clonales avec le séquençage, alors qu'elles ne l'étaient pas. Il n'était pas possible de conclure avec le champ pulsé. Donc en gros, la conclusion, c'est que ce séquençage démontre que le champ pulsé n'est pas un bon gold standard et qu'il est possible d'avoir des faux positifs ou des faux négatifs lors de l'utilisation du champ pulsé. J'ai ajouté un autre article qui a été publié dans le Journal of Hospital Infection qui a essayé de voir, de comparer des souches finalement sur la même méthode avec le séquençage également champ pulsé pour des SARM, pour essayer de voir les transmissions croisées de ce SARM avec le réservoir environnemental et éventuellement l'impact des mains des soignants. Je ne vais pas développer cet article parce que ça fait beaucoup de données en même temps, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'articles de haut niveau qui ont déjà été publiés, notamment dans Lancet ou dans CID, sur ce domaine, et je vous invite à éventuellement les survoler pour essayer de comprendre l'intérêt de ces techniques. Un autre article de l'Antimicrobial Agents and Chemotherapy sur la persistance de souches d'ERV, d'Enterocoque faecium résistant à la vancomycine, dans des élevages de poulets en Danemark, 15 ans après avoir arrêté l'utilisation de la l'avoparcine pour ces élevages. Lors de cette étude, le RV était recherché parmi 100 élevages de poulets au Danemark et le RV était retrouvé parmi 47 d'entre eux à des faibles concentrations dans les selles de ces poulets, avec des techniques d'enrichissement notamment. Ce que l'on peut constater sur la carte, c'est qu'il y a un complexe clonal qui se distingue des autres, tout du moins un ST, un sequence type qui se distingue des autres, le 842. Que la résistance à la vancomycine était transférable par l'intermédiaire de plasmides avec des transferts horizontaux probablement d'une souche de faecium à l'autre, ce qui a probablement participé au maintien de cette résistance à la vancomycine parmi ces élevages de poulets. Il n'y avait pas d'autre raison explicable de ce maintien de la résistance après l'arrêt de la l'avoparcine. Une pouvait être éventuellement la co-sélection de ce ST842 par l'utilisation de la tétracycline, mais les auteurs restaient prudents sur cette conclusion. Alors nous changeons de sujet, on va passer aux ISO avec des coûts liés aux infections associées aux soins lors de chirurgie cardiaque. J'ai sélectionné cet article parce que c'est un article assez complet, publié dans une très bonne revue qui reprend pas mal de données de la littérature et avec également des données originales. Donc l'objectif de cette étude était de voir les coûts associés donc, aux complications majeures infectieuses dans les 2 mois qui suivaient une chirurgie cardiaque. C'est une étude prospective, multicentrique, qui a été réalisée aux États-Unis.
et qui a estimé donc la durée de séjour, les infections, les coûts par des modèles de linéarisation, donc des modèles de linéarisation généralisés, en ajustant sur des caractéristiques démographiques ou cliniques. Donc sur 4320 patients, eh bien, il a été identifié 119 infections associées aux soins durant l'hospitalisation, les principaux étant les pneumonies à 48%, les sepsis à 20% et les colites à Clostridium à 18%. Donc le coût des infections associées aux soins était de l'ordre de 40 000 $, donc à peu près 40 000 € à l'heure actuelle, parmi lesquels 47% étaient en réanimation, et un coût de prolongation de durée de séjour de l'ordre de 14 jours. Il a été constaté 849 réadmissions, et parmi ces réadmissions, 8,7% étaient liées à des infections associées aux soins. 8,7% étaient liées à des infections associées aux soins. Ce n'est pas un article hyper original en soi, mais c'est un article qui peut être utilisé pour référencer les articles à venir sur les ISO. Un nouveau papier d'AAC qui essayait de voir l'efficacité sur la peau de la décontamination nasale antérieure par une solution de polyvinone iodée qui a été développée par 3M récemment versus la mupirocine, donc décontamination contre staph doré et le SARM. Donc il y a eu plusieurs étapes de test, notamment une étape sur des muqueuses porcines et également une étape sur la peau humaine, puis chez des sujets sains pour la décontamination. Et ce qui est constaté lors de cette étude, c'est que la diminution donc, de la contamination des muqueuses porcines ou de la peau humaine était de l'ordre de 2 logs par rapport à la mupirocine. Vous pouvez notamment voir sur le schéma de gauche la muqueuse porcine, où vous avez des contaminations à bas niveau, haut niveau, et les diminutions en termes de log à 1 heure, 6 heures, 24 heures. Et sur la partie droite, eh bien, on peut constater la diminution en termes de log sur des sujets sains avec la polyvidone versus une solution saline, avec une diminution importante par rapport à la solution saline et significative de la contamination nasale. Donc peut-être cette utilisation, ce procédé peut être intéressant dans la décontamination nasale. Il faut cependant rester prudent sur les conclusions de cette étude par le simple fait que les auteurs font partie de la compagnie 3M, donc il y a peut-être un conflit d'intérêt derrière ces résultats. Alors, nous allons passer à une série d'articles ou de publications un peu moins originales, notamment une publication de John Otter dans le Journal of Hospital Infection qui a essayé de voir quelles étaient les tendances en termes de recherche de 2012 à 2014. J'ai sélectionné cet article parce que par l'intermédiaire de Google Trends, John Otter a essayé de voir quelles étaient les tendances en termes de recherche, par les mots en fait qui étaient utilisés lors des articles. Et en fait, ce qui ressort, c'est que la désinfection à l'hôpital pour la HIS est le principal terme qui est utilisé, suivi du séquençage et également des Enterobacter purulari de Carbapenemas ou encore de la transplantation fécale. Et il y a un sujet en fait qui supplante tous les autres, et bien c'est Ebola. Quand on compare le nombre d'articles publiés sur Ebola par rapport au reste, eh bien il y a beaucoup plus d'articles, bien évidemment, sur ce sujet, notamment en 2014-2015. Un document qui a été publié par la Maison Blanche aux États-Unis, qui est un plan national d'action pour combattre la résistance aux antibiotiques. Je pense que c'est intéressant de le survoler, pas forcément de le lire en détail, mais ça permet de voir quelles sont les actions qui sont planifiées par les États-Unis. Il n'y a rien de très très surprenant, mais voilà, ça permet d'être à jour sur sa biblio. Donc rien de très nouveau dans ce plan. Il est listé un certain nombre de choses, notamment le fait de prévenir la résistance aux antibiotiques, le fait de suivre cette résistance, de développer les aspects de diagnostic et de prévention, et également développer de nouvelles molécules. Ce sont des plans et des objectifs qui ont déjà été listés dans d'autres pays. Cela dit, c'est vraiment un poids lourd, là, la Maison-Blanche, les États-Unis qui listent ça et qui politisent les choses et qui permettront peut-être de faire avancer un peu le problème, notamment en donnant des moyens financiers.
Les bonus de Twitter, tout d'abord un article d'Infection Control Today, un blog sur Internet qui montre des données relatives à l'hygiène des mains au bloc opératoire. Et là, on voit que finalement les choses sont assez mal faites, avec 90% des occasions d'hygiène des mains qui sont manquées ou qui ne sont pas réalisées au bloc opératoire par les médecins ou par les infirmières. Donc probablement un travail à faire dans ce domaine. Deuxième point, un rapport publié de Disease Control Priorities, qui est la troisième édition sur les infections du site opératoire ou sur les complications post-opératoires, et qui liste ou dénombre l'impact financier donc, de ces infections. Et un troisième point pour vous informer que l'Arlin Pays de la Loire a créé un compte Twitter que vous pouvez consulter si vous le souhaitez. Et donc je vous conseille de vous y abonner pour avoir les informations en temps réel. Voilà, donc la revue de la littérature, vous trouverez des articles un petit peu plus généralistes sur les syndromes, sur les sepsis et également sur les traitements antibiotiques, des articles majeurs du New England et du Lancet, donc je me devais de vous les lister. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois.